toutes les petites techniques, là, je vous fais plein de petits tipis, hein, des tactiques, des procédures. Des fois, il faut faire des petites choses simples. Et vous savez qu'une cyberattaque, en fait, hein, c'est plein de petites techniques ajoutées, eh ben, qui vont faire une cyberattaque d'ampleur. Ok, mais une attaque, quand on attaque un système, on fait ça de façon séquentielle. Bon, c'est une mise en œuvre, c'est pour ça que je vous parle tout le temps de la méthodologie et tout ça, parce que, bah voilà, ça s'invente pas, hein, on a des étapes. Vous le savez, et donc il faut les respecter et connaître toutes les techniques qu'on va pouvoir utiliser pour exploiter soit un serveur web, une application web, soit commencer à attaquer du réseau, hein, d'entreprise, etc., etc. Donc, on va passer le bullshit, patati patata, hein. De toute façon, c'est pour revoir, hein. Je vous fais des vieux jours de l'avant, hein. C'est un truc qui a 2 ans, mais vous inquiétez pas, toutes les techniques encore sont d'actualité. Pourquoi? Parce que justement, ça va nous permettre de multiplier les sources d'informations pour pouvoir faire les challenges. Vous savez qu'on a 25 jours, hein, je vous sors une vidéo par jour, j'essaye en tout cas. Et bah, tout ça, c'est pareil, c'est à savoir, puisque ça vous aidera à faire le jour de l'avant, celui de 2021, de cette année. Ok, c'est pour ça que je vous reprends d'anciens exercices qu'on a fait il y a 1 an, 2 ans, que j'avais pas encore eu l'opportunité de faire, puisque bah, c'est ce qu'on va vous demander. Et si vous voyez ces vidéos, j'espère que ça vous aidera pour faire les challenges qui nous restent, hein. On est jour 14 ou jour 15, donc on a encore 10 jours de challenge. Rappelez-vous qu'il y a des cadeaux à gagner, donc n'hésitez pas. Ok, donc là, aujourd'hui, on va voir, je pense, une mini cyberattaque. Moi, j'ai démarré la machine, on va voir un petit peu ce qu'on va étudier. C'est la surprise. Mais on va faire un peu d'escalade de privilèges. Ça va nous faire du bien, ça va nous détendre. Donc, les principes fondamentaux de l'escalade de privilèges, c'est qu'elle implique, en gros, les techniques qui vont nous permettre de passer administrateur, hein. Soit on sera root sous Linux, soit on sera NT Authority sous une machine Windows. Donc, on va couvrir un peu, hein, les principes fondamentaux au niveau des autorisations Linux et on va essayer d'augmenter nos privilèges, enfin d'augmenter, de faire une escalade, hein. Le principe de l'escalade, comme vous l'avez compris, on part d'en bas, on monte tout en haut. Ok? Et vous aurez souvent, hein, à tester des environnements Linux. Je vous dis qu'il y a beaucoup plus de machines, beaucoup plus de serveurs qui sont des serveurs Linux. Ok? Ça sera, on va dire, 95% du temps quand vous faites même des applications web, hein, vous attaquez, vous faites du web pen testing. Après, bien sûr, si vous attaquez des entreprises, vous vous retrouverez avec des environnements Active Directory. Et je vais reprendre les cours sur l'Active Directory, vous inquiétez pas. C'est juste que ça demande plus de temps, c'est plus complexe. Et enfin, plus complexe. Moi, pour préparer mes cours et pour vous faire des cours qui tiennent la route. Ok, puis il y a pas mal d'outils là que je suis en train de tester. Je vais vous montrer. On va passer au cours sur le red teaming et tout ça. C'est prévu quand? Je ne sais pas. J'ai une vie aussi. On dirait pas comme ça. Mais voilà, ça viendra. Vous inquiétez pas. Donc là, on va voir un petit peu du Linux, hein. Escalade de privilèges. Eh ben, vous le faites quotidiennement, hein. Comment j'escalade mes privilèges? Bah écoutez, tout simplement en faisant nano, nano toto.txt, ok? Bla 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 bla, contrôle O, entrée, écrire sous le fichier modifié, oui, ok? X4 toto.txt, ok. Euh, donc, comment je lève mes privilèges? Bah tous les jours vous le faites. Je veux mettre à jour mes repos. apt update. Boum. Qu'est-ce qu'il me dit? Impossible d'ouvrir. Permission non accordée. Comment je fais une escalade de privilèges? J'utilise soit SU pour devenir root, soit qu'est-ce que je fais? Je fais un sudo. Ça, c'est une escalade de privilèges. On a le programme sudo qui dit, bah écoute, l'utilisateur normal, le temps de l'opération, de la commande, il va devenir root. Et tu vas lancer le processus en tant que administrateur privilégié. Ok? Si je fais maintenant sudo apt update, pas de problème. On me demande mon mot de passe. Ok? Mais comme je fais partie du groupe sudo R, ça passe. Je tape mon mot de passe et il n'y a plus l'erreur. Ok? Il met à jour
le repo Kali. Ok. Comme ça, après, je peux faire quoi? Je peux faire un sudo apt full upgrade pour mettre à jour toutes mes applications. Ok. Donc tout le temps, un sudo, vous l'utilisez tout le temps. Et ben c'est ce principe, c'est faire de l'escalade de privilèges, mais sans faisant naturellement, en faisant ça naturellement via le programme sudo. Naturellement, un hacker ne va pas se servir de sudo, il va falloir qu'il trouve des failles pour élever ses privilèges. Alors, un petit instant, je fais un peu de nettoyage. Auto clean, auto remove. Et donc, on va voir ça. Donc, d'une manière générale, seuls les administrateurs peuvent modifier les paramètres système ou modifier les autorisations des ressources d'autres utilisateurs tels que des fichiers ou des dossiers. Ok, ça, j'espère que c'est bien compris. Ensuite, on a deux niveaux d'autorisation si on doit faire simple sur un système informatique. On a l'utilisateur local, ok, et on a l'administrateur local. Local, pourquoi? Parce que c'est local. Donc, plus précisément, c'est sur la machine. Ok, on parle localement, sur la machine. Ensuite, les utilisateurs, ils peuvent être divisés en différents rôles au sein d'une entreprise. Eh ben, c'est particulièrement vrai. Le personnel des ressources humaines ne peut accéder qu'aux documents des ressources humaines, tandis que le personnel qui travaille à la comptabilité, ok, ne peut accéder qu'aux ressources comptables. On va compartimenter le système d'information, le système informatique. Donc l'escalade de privilèges, vous la voyez tous les jours. Ça, c'est l'UAC qui vous dit, écoute, ouais, ouais, est-ce que tu veux lancer cette application? L'UAC, c'est le User Account Control. Je vous ai montré sous Linux. Ça, c'est l'équivalent du sudo. D'accord? Il vous dit, est-ce que tu veux lancer ton jeu, ton application en tant qu'administrateur? Si vous faites non, il se passe rien. Ok? Pourquoi? Parce que l'application a besoin de privilèges élevés. Ok? Donc si vous faites oui, pas de problème. Si vous l'avez configuré, on vous demande votre mot de passe. Sinon, bah, l'application se lance avec des privilèges plus élevés. Hein. Donc tous les jours, vous utilisez des privilèges administrateurs. À chaque fois que vous avez la fenêtre de l'UAC qui vous dit hey, t'es sûr que tu veux lancer ça? Eh ben, vous faites une élévation de privilèges. C'est aussi simple que ça. Ça vous permet d'augmenter vos privilèges actuels de votre compte classique au compte administrateur. OK? Donc, en tant que pen tester, on va essayer de trouver des failles pour escalader nos privilèges. Si j'accède à un compte utilisateur simple, je vais essayer d'escalader mes privilèges pour devenir administrateur. OK? Donc, tout l'art de la privesc, qu'on appelle escalade de privilèges, et vous me voyez tout le temps utiliser ce terme, on parle de privesc, eh ben, c'est abuser des erreurs de configuration ou des bugs au sein d'un système. Et ça va nous permettre justement d'élever nos privilèges, faire l'escalade. Donc les directions, c'est pas aussi clair que ça l'est en fait, hein, parce que on peut se dire, ah, c'est simple en fait, t'es un utilisateur, tu vas passer administrateur. Ça, oui, c'est la théorie vulgarisée. Par contre, vous avez des centaines de façons d'élever vos privilèges au sein d'un système, et c'est pas les mêmes techniques qu'on utilise sur un Windows qu'on utilise sur un Linux. Ok? Donc c'est vraiment extrêmement complexe, et bah, il y a beaucoup de techniques, hein, encore une fois. Je vous ai dit tactique, technique, procédure. OK? Donc, pour pouvoir suivre la procédure qui s'appelle escalade de privilèges, il va falloir connaître toutes les techniques, toutes les ressources, toutes les fonctions que vous pourrez utiliser, abuser, hein, puisque si on attaque un système, on abuse du système. Donc, on a deux types d'escalade de privilèges. Parfois, on les confond et c'est dommage. Parce que justement, il faut surtout pas les confondre. En théorie, la privesque, donc l'escalade de privilèges, c'est l'escalade verticale des privilèges. Ok? Certains, à tort, utilisent la privesque et parlent de privesque horizontale. Moi, j'appellerais ça plutôt un pivot. Un pivot latéral, escalade verticale. Bien différencier les deux, parce qu'après on s'embrouille. Surtout quand on est néophyte, on débute. Donc parlons un petit peu de l'escalade horizontale. Je vais passer d'un compte à un autre. C'est une attaque par escalade horizontale des privilèges. Ça implique l'utilisation des autorisations prévues d'un utilisateur pour abuser d'une vulnérabilité afin d'accéder aux ressources d'un autre utilisateur disposant des autorisations similaires au compte que vous aurez piraté au préalable. Hein. Par exemple, j'utilise un compte avec accès à des documents comptables pour accéder à un compte RH afin de récupérer des documents RH.
etc., etc. hein. Comme la différence dans les autorisations des comptes, comptabilité et RH réside dans les données auxquelles ils peuvent accéder, on ne peut pas faire notre privilège, escalader nos privilèges vers le haut. Ok? Donc, deuxième étape, la plus importante, c'est là, c'est comme ça que vous deviendrez administrateur, le dieu dans la machine, le fantôme dans la machine, comme j'aime dire. Eh ben, c'est ça, la vraie privesque. La vraie privesque, c'est l'escalade verticale. Une fois qu'on est passé de compte à compte et qu'on a testé toutes les possibilités d'escalade horizontale, en théorie, si on a bien fait notre travail, on devrait pouvoir tomber sur un compte qui va nous permettre de faire cette fois-ci, vous l'avez compris, l'escalade verticale. Ok? Donc ça implique l'exploitation d'une vulnérabilité qui va nous permettre d'effectuer des actions et des commandes, d'accéder à des données en tant que privilège le plus élevé, c'est-à-dire administrateur. Hmm. Donc, on avait vu, je vous avais fait la vidéo comment on avait attaqué via un cookie et on pouvait se connecter au panneau de configuration en tant qu'administrateur via un cookie forgery. Et ben c'est exactement ça. Ok? Vous allez prendre le contrôle sur une machine, vous allez prendre le contrôle sur un serveur, sur un contrôleur de domaine, sur une application web, ok? Sur un framework, peu importe. Le but, c'est d'être le roi du pétrole, c'est-à-dire d'avoir tous les accès afin que vous puissiez éventuellement révoquer même l'accès de l'administrateur, effacer des comptes, en créer de nouveaux. Bref, vous ferez ce que vous voulez. Ok? Donc le problème le plus courant, c'est qu'il faut renforcer la violation. Mais là, c'est mal traduit. Renforcer la violation. Donc le plus gros problème qu'on a en fait quand on fait du pentest offensif, c'est l'instabilité. On a, je vous ai dit, certains exploits qui reposent sur divers facteurs et parfois, comme je vous disais, vous allez cracher la machine, ça va figer la machine, ça va la faire redémarrer et il faut une bonne dose de patience pour trouver la charge utile qui va nous permettre de réaliser notre exploit. hein. L'exploit, si je dois résumer, c'est la technique qui va nous permettre d'exploiter la machine. On peut avoir différents vecteurs d'attaque et pour comprendre et trouver ces vecteurs d'attaque qui vont nous permettre de trouver l'exploit qui marche, il faut analyser la surface d'attaque. Ok? La surface d'attaque, c'est comme une surface. Il y a des trous, comme dans un gruyère. Eh ben, il faut que je trouve les trous dans le gruyère pour pouvoir lancer ma charge utile. Ma charge utile va être le vecteur d'attaque et je vais utiliser un exploit pour parvenir à mes fins. Ok? Donc, si on prend Eternal Blue, faille de la NSA 2011, 2012, 2013, qui conduit une série de vulnérabilités dans la façon dont le système d'exploitation alloue et gère la mémoire. Vous savez que quand vous commencez à attaquer la mémoire, faire des buffs, des buffer overflow, ça commence à être extrêmement sensible. On va sauter les compartiments de sécurité de la mémoire, paginer, protéger, et on va pouvoir réécrire dans la mémoire. Donc si je peux réécrire dans la mémoire, je peux pousser un exploit, je peux corrompre les données, je peux accéder à des données également auxquelles je n'ai pas le droit. Donc comme l'exploit est créé en mémoire de manière inappropriée, il y a un risque que l'ordinateur se bloque. Les buffer overflow, c'est extrêmement sensible. Vous pouvez bourriner, tartiner le processeur et le processeur va être en mode kernel panique. Ça, c'est quand le noyau, donc maintenant vous savez un petit peu ce qu'est le noyau, soit le noyau Windows, soit le noyau Windows, va paniquer. Littéralement, on parle de kernel panique. C'est-à-dire que les instructions que vous poussez lors de votre attaque vont être interprétées par le processeur, et là, le processeur bug, du coup, le noyau de votre système d'exploitation plante. Techniquement, on a quoi? Sous Windows, on a l'écran bleu, le fameux écran bleu, Blue Screen of Death, l'écran bleu de la mort, qu'on a tous vu au moins une fois parce qu'on avait des drivers qui étaient instables, qui étaient buggés, ou peut-être une cyberattaque sur votre machine, ou des problèmes avec vos barrettes de RAM, parce que elles créaient des erreurs et ça poussait le système à la faute. Ok? Donc là, je sais pas ce qu'ils vont nous donner. On va peut-être se servir de DVWA, qui veut dire Damn Variable Web App. Donc
cette application vulnérable, je vais rester poli, mais on va dire putain d'application vulnérable, ok, d'application web, et ça nous permet, quand on fait de la sécurité, pardon, de s'entraîner, ok. On peut la déployer, c'est une VM, ou on peut la charger à partir du cloud, hein, via une des machines de TryHackMe, et vous pouvez vous entraîner, faire une bonne vingtaine d'attaques qu'il faut maîtriser, et c'est un très très bon entraînement. Ok? Donc on verra tout ça. Je vous avais promis, je crois que je vous ai fait quelques cours. Allez taper dans la loupe sur ma chaîne YouTube, tapez DVWA, on va aller voir. Je crois que je vous en ai fait. J'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, DVWA. Ouais. Ok? Allez voir tout ça. Partie 1, partie 2. Bon, il y a encore beaucoup à faire, hein, mais vous avez, n'oubliez pas ma playlist Web App Hacking, hein, sur les applications web, justement, des SQLI, comment utiliser Burp, hein, voilà, les LFI, tout ça. Je vous ai fait quelques petites vidéos que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Donc revenons à nos moutons. On a quoi là? On va faire typiquement du command injection. C'est un type d'attaque, une vulnérabilité qui va nous permettre d'exécuter des commandes arbitraires. Arbitraire, ça n'a rien à voir avec l'arbitre. Arbitraire, ça veut dire qu'ils ne sont pas prévus par le système. Ok? C'est-à-dire que je pousse, pardon, du code malicieux via quoi? Via mon injection. C'est une attaque par injection et je vais lui faire des choses qui n'étaient pas prévues. Par exemple, là, on a un site web qui nous permet de faire un ping, ok, sur une adresse IP. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais lui dire ping tatati tatata, et après je lui mets un person, et je lui dis, écoute, tu charges Netcat, et tu viens de connecter à mon adresse IP du Kali Linux sur le port 444, et t'exécutes tout de suite un bin SH. Et là, on voit que initialement, l'application web vous permettait de faire un ping. Là, vous lui avez non seulement demandé de faire le ping, mais également d'ouvrir une porte dérobée, un River Shell vers votre ordinateur, hein. Et on voit que ça fonctionne. Donc quand on fait WhoAmI, on voit qu'on est www.data, c'est-à-dire qu'on a le compte Apache, hein, c'est le compte du serveur web. Et on peut aussi faire un echo $0. Et comme il nous le dit là, ça nous permet de voir le compte que nous exécutons. Pardon, echo $0 nous informe de notre shell. Ok? Il nous dit, bah écoute, là, rappelle-toi, tu m'as demandé de charger SH. Ok? Donc il nous met SH. Il nous répète. Il s'agit bien d'un simple shell, hein. C'est pas Binbash. Binbash est beaucoup plus évolué que SH. Donc c'est un dumb shell, comme on l'appelle, un shell abruti, si vous me permettez l'expression. Donc le premier truc qu'on va faire typiquement, c'est qu'on va essayer d'upgrader, hein. Ah, vous avez vu ce principe de TTY, de pseudo-terminal, et on va se servir généralement de Python, hein, pour faire un import. Et à partir de SH, on va migrer vers Bash, qui nous permet de faire beaucoup plus de choses au niveau de nos attaques. Ok. Donc voilà, il y a un paquet de possibilités et vous le savez. Si vous voulez upgrader, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Vous allez là, TTY Spawn Shell. Et là, vous avez toutes les explications pour upgrader avec plein de techniques différentes, plein de langages de programmation qui permettent de faire la même chose, c'est-à-dire de stabiliser le shell. Quand on parle de stabilisation du shell, c'est-à-dire qu'on fait une mise à jour du shell, du dumb shell abruti vers un shell totalement interactif, où on va pouvoir utiliser la commande sudo par exemple, sinon on est bloqué. Ok. Donc voilà, c'est ce terme, ça, vous l'entendrez souvent, c'est la stabilisation. C'est la première étape qu'on fait une fois qu'on a récupéré la main via un River Shell, via une connexion inverse. Ok. C'est-à-dire que le serveur a contourné son propre pare-feu pour se connecter à notre Kali Linux. On a récupéré la main dessus. On va venir stabiliser notre shell. Ok. Pour avoir toutes les fonctionnalités.
Alors, est-ce qu'on peut faire un test? Quoi là-dessus? On va aller voir. Unable to connect. Ouais, ça commence bien. Ok. Je sais pas trop ce qu'ils vont nous demander. Bon, on va suivre. Ensuite, il faut énumérer. Ok, il faut récupérer donc la commande find, hein. Je vous ai fait des cours dessus. Vous le savez, on cherche à la racine et on redirection des erreurs. Sinon, on est pollué. Typiquement, on va chercher tous les fichiers de sauvegarde, les mots de passe, les comptes admin, ok, les fichiers de configuration. Tout ça nous permettront d'abuser, de récupérer pléthore d'informations sur des services ou d'autres services en cours, récupérer des données sensibles, des mots de passe, des scripts qu'on pourrait utiliser pour faire notre escalade de privilèges. Je vous ai fait des cours, hein, allez voir, sous Linux ou sous Windows, tapez Privesc et vous avez tout, hein. Vous avez tous mes cours, il y en a un paquet et je vous ai dit qu'il y a énormément de techniques donc, bah ouais, c'est du boulot, hein. On va attaquer le noyau, on va abuser du logiciel de sauvegarde. Il y a beaucoup à faire. Vous avez plein de cours, Windows, pareil. Si vous voulez apprendre, vous voyez que des vidéos de Privesc, je vous en ai faites. Il y a des CTF, allez voir. Il y en a un paquet. Ok? Donc, je vais pas rentrer dans le détail puisqu'il y aurait tellement à dire. Ensuite, la liste de contrôle Prevesc. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre parcours de pentest, vous commencerez à prendre un certain workflow. C'est ce qu'on appelle le flux de travail, c'est-à-dire les différentes étapes d'un engagement, la méthodologie. Vous savez que j'insiste constamment là-dessus, parce que si vous n'avez pas la méthodologie, vous ne saurez pas quoi faire. Et en gros, vous serez un loser. Ok? Puisque il faut apprendre cette méthodologie pour être un super hacker. Ok? Si vous connaissez pas ça, vous connaissez rien. Vous savez faire de la petite bidouille, ok? Mais ça ne veut pas dire que vous savez faire des tests d'intrusion, ok? Donc il faut déterminer le noyau de la machine si on veut exploiter le noyau, hein. Par exemple, Dirtico, hein, qui a un exploit Linux qui a été corrigé, qui était il y a 5-6 ans, qui était très utilisé. On va essayer de localiser d'autres services en cours d'exécution, des applications qui sont installées. On va faire des suite bits ou éventuellement voir s'il n'y a pas des logiciels obsolètes et je vais chercher quoi? Des failles publiques sur exploit.db par exemple, hein. Rechercher des scripts automatisés tels que les scripts de sauvegarde, ça sera du pain béni pour nous via les cron tab qui permettent de gérer les sauvegardes sous Linux. Les informations d'identification, bah, il y a peut-être des programmes, des applications, des comptes, hein, qui ont enregistré leurs informations d'identification dans des fichiers de configuration d'applications, dans des comptes utilisateurs, etc., etc. Et les autorisations de fichiers, des répertoires qui sont mal configurés, hein, vous l'avez vu typiquement dans les précédentes vidéos, il suffit qu'une sauvegarde se lance en tant qu'administrateur et je peux abuser de cette faille pour escalader mes privilèges. Donc vous avez un paquet de cheat sheets, hein, allez voir, vraiment ça s'il faut apprendre par cœur. Et ça s'apprendra pas du jour au lendemain, mais vous avez énormément de choses, hein, pour voilà, tout ce que vous devez connaître pour attaquer un Linux. Ok? Et il y en a plein d'autres. Ok? Non, 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 reste calme. Payload of the things, toutes les charges utiles, hein. Comment attaquer, là, pareil, du Linux, Privest. Vous voyez que, hein, quand je vous dis que c'est le travail d'une vie, voilà. Pour apprendre tout ça par cœur, il va falloir passer du temps, du temps, du temps. Je vous ai dit, c'est pas un jeu vidéo, c'est la vraie vie, c'est pas la matrice, ok? Ça sera beaucoup plus compliqué qu'un CTF, ok? Donc déjà, commencez par faire des CTF, hein, et après vous allez apprendre. Mais ça va prendre du temps, hein. Je vous ai dit, moi, je peux vous promettre que des larmes et du sang, hein. Je peux pas vous dire, ouais, ouais, t'inquiète, dans 6 mois, tu seras un super hacker. Ça marche pas comme ça. Il va falloir bosser, 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 bosser. Mais après, vous pourrez être fiers de vous et vous serez des machines. Ok? Je vous ai dit, c'est juste pour vous, quoi. Pour être meilleur. Meilleur et être fier d'avoir passé des heures et des heures et des heures et des heures à bosser sur des sujets extrêmement complexes. Ok? Ça prouvera que vous êtes sacrément intelligent. Bref. Donc, les suites bits, hein, extrêmement utiles. On va se servir des droits, hein, pourquoi?
pour escalader nos privilèges. On a des failles, hein, en fonction des droits qui sont donnés dans Linux, on va pouvoir chercher à escalader nos privilèges. Ok? Donc on a quoi? On a hein, un exemple. Vous avez quoi? Vous avez la première colonne, hein, c'est le A, B, C. Très important, on a quoi? On a le type de fichier, hein. Ça veut dire que c'est un fichier. Donc ça veut dire que c'est un fichier. Ça, quelle est la différence? Ça veut dire que c'est un répertoire. Très important. Vous devez connaître ça par cœur. Ensuite, on a quoi? On a trois grands groupes. Ok? J'ai quoi? J'ai le premier groupe. Le premier groupe, c'est quoi? C'est juste après le D ou c'est juste après le tiré. Ça, c'est quoi? C'est le groupe du owner, le propriétaire. Ok? Le propriétaire, qu'est-ce qu'il a? Hein? Eh ben, pourquoi il vous explique ça comme ça? Je trouve ça super bizarre. Ouais, je vais vous l'expliquer à ma façon parce que donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, si je prends cet exemple-là, je vois que le owner, c'est quoi? Le propriétaire, c'est CM Natic. Ok? Il a quoi? Il a le droit read, write, execute. Il a le droit de lire, d'écrire, d'exécuter. Mais exécuter pour une arborescence, ça veut dire quoi? Ça veut dire également se balader dans l'arborescence. Ça veut dire qu'il peut faire un CD point point et rentrer dans l'arborescence. Il peut également faire un ls pour lister tous les fichiers qui sont dans l'arborescence. Si jamais il n'a pas ça, ok? Donc techniquement, on va prendre cet exemple. Là, on voit que c'est que read and write, ok? Ensuite, on a la deuxième colonne. Là, c'est quoi? C'est le groupe. Le groupe CM Natic. Hein, l'utilisateur CM Natic est dans le groupe CM Natic. Ça, c'est la deuxième. Donc, read, write, execute, deuxième. Ok? Donc là, c'est cette colonne. Et enfin, on a quoi? Les autres, other ou all. Ok? On les voit pas, mais si on les voit pas, on sait que c'est les trois derniers. Et les trois derniers, c'est quoi? Bah là, c'est read, execute. Ok? Donc un exemple, imaginons que ça, oubliez, c'est pas un fichier, c'est un répertoire. Si je prends all, donc moi je suis pas CNMatic et je fais pas partie du groupe CNMatic, eh ben ça voudrait dire que si c'était un répertoire, je ne saurais même pas que le répertoire est présent. J'aurais beau faire ls ou cd pour rentrer dans le répertoire. Si j'ai pas l'exécution sur un répertoire, je ne parle pas des fichiers, ok? Eh ben vous ne voyez pas l'arborescence. Elle est invisible, comme si c'était une arborescence cachée, ok? C'est normal, vous n'avez pas les droits d'exécution sur le dossier. Pour les fichiers, c'est différent. Pour les fichiers, l'exécution, c'est quoi? Vous l'avez compris, bah, c'est pouvoir lire tout simplement ce qu'il y a dans le fichier. Ça, c'est très important. Donc retenez bien ça. Donc, pour pouvoir, par exemple, te donner l'exécution, hein, si on a les droits, on va faire un chmod pour modifier les droits. En quoi? En exécution en tant que file name. Ok? Je m'explique. Si jamais je suis Toto, eh ben, Toto va avoir cette fois-ci le droit en exécution. Ça va ajouter un petit X ici, dans cet exemple, par exemple. Si je fais un sudo chmod plus X, là, c'est plus quoi? C'est plus Toto qui va avoir le droit, c'est le owner, donc le root, si c'est le root qui possède le fichier, et ça sera également le groupe root sudo. Ok? Donc typiquement, ça va rajouter un X ici, mais pas là. Ok? Puisque moi, bah, je suis Toto. Et Toto, bah, il fait pas partie du sudoer, donc de root, du groupe root, et il n'est pas root. Ok? Donc faites bien attention, hein. Le chmod, bah, c'est le compte qu'il exécute qui se donne les droits. Ok? Donc important, parce que parfois certains scripts, hein, ne fonctionneront pas si vous donnez pas les droits en exécution. J'explique. Imaginons que j'arrive à télécharger sur le serveur euh, du PHP. Ok? J'ai récupéré du code qui va me permettre d'ouvrir une porte dérobée via du code PHP.
ok. Si jamais bah, je donne pas les droits au serveur, et le serveur, il sera quoi? Si vous créez le fichier, par exemple, bah, c'est root qu'il possède. Le serveur, lui, il est www data, par exemple. Eh ben, il faudra bien penser à faire un chmod, ok? Puisque quand le serveur va exécuter votre charge utile, comme il n'aura pas les droits de l'exécuter, forcément, ça va pas marcher. Donc, le premier truc, un exemple que je peux vous donner, quand on a poussé une charge utile malicieuse, un virus, appelez-le comme vous voulez, ok, eh ben, il faut lui donner les droits via un chmod, par exemple, ok. Et comme je vous dis, ben, ça va donner la valeur de x, ça va la modifier, hein. Si avant, il y avait quoi? Il y avait RWX, RWX, mais pas le dernier. Par exemple, là, il n'y avait pas le X. Si vous faites un chmod, ça va être RW et à X. Avant, c'était RW tiré. Donc rien. Ok? S'il y a un tiré, il n'y a rien. Ok? S'il y a un tiré au tout début, ça veut dire que c'est un fichier. Ok? Mais ne confondez pas ces tirés avec ce tiré. Ce tiré, c'est le premier. Ça veut dire que c'est un fichier. Après, le reste, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ok? Soit il y a une lettre, soit il n'y a pas de lettre. Ok? Là, il n'y a rien. Donc là, si je prends cet exemple, ou prenons cet exemple-là, qu'est-ce qu'il y a? CNMatic, eh ben lui, il peut écrire read et il peut lire read et écrire write, mais il peut pas exécuter. Ok? Donc techniquement, ça permet de à granularité de modifier tous les droits. Ok? Vous pouvez, comme je vous dis, laisser la personne lire le fichier, l'écrire, ok, ou le lire ou l'écrire et l'exécuter, ok, ou pas. C'est à vous de voir. Mais ça, c'est en fonction des droits que vous donnez avec chmod, ok. Mais je vous ai fait des cours, donc pareil. Je rentrerai pas là-dedans. Typiquement, ce qu'on veut, nous, c'est être sudoer, ok. Si je suis sudoer, ça veut dire que je suis root, ok. On va faire très très simple, ok. Donc le suid, ça peut être utilisé en tant que escalade de privilèges. Qu'est-ce qui va se passer? On a un fichier EX1. Le owner, c'est le root. Okay, l'utilisateur qui peut exécuter le fichier, c'est cmmatic. Okay, donc, si le owner, c'est root, si je l'exécute, c'est pas cmmatic qui va l'exécuter, c'est bien le root, parce que le file owner, c'est le root. Ok, ça peut être extrêmement utile. Deuxième cas d'exemple, EX2. Ok, le honneur, le propriétaire et le groupe, c'est tous les deux cmmatic, comme on a vu dans ces exemples. Ok? Là, bah, là, vous l'avez compris. Cmmatic fait que partie du groupe cmmatic, donc aucun intérêt pour nous. C'est pas le root, c'est l'utilisateur qui va l'exécuter. Troisième truc, on a quoi? On a un service. Ok? Et dans le groupe, Dani, c'est l'utilisateur qui exécute le fichier, mais le owner, c'est un service. C'est pas Dani ou cmmatic qui va l'exécuter, c'est pas le root non plus, ça sera le daemon, le service qui va l'exécuter. D'accord? Donc si le service s'exécute avec les droits administrateurs, Dani, Toto, Tata, Titi, à partir du moment où ils exécutent le fichier, c'est pas eux, c'est le service. Si le service a les droits, élévation de privilège. Ok? Si le fichier est détenu par le root, peu importe Toto, Titi, Tata, vous passez route. Ok? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les suite bits et c'est extrêmement utilisé en fait, hein. On s'en sert tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, un exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On va voir un exemple concret. Donc maintenant que vous voyez à peu près comment les exécutables fonctionnent, eh ben le but d'un hacker, ça va être de trouver ces fameux exécutables. Ok. On a une commande pour donner les droits, c'est chmod u plus s. U plus s, c'est ce qu'on appelle un suite bit. Je vous ai dit quoi avant? Je vous ai dit, ah ouais, il y a R, W ou X. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi ce délire-là? Là, c'est R, W, S. Eh ben, justement, ça veut dire qu'il y a le suite. Ok? Dès que vous voyez R, W, S, ça veut dire que c'est suite. Ça veut dire que
on a fait la commande chmod u plus s, ok? Et ça devient comme ça. Ça veut dire que même si, quoi, vous ne faites pas partie du root et que vous n'êtes pas sudoer, vous ne faites pas partie du groupe des administrateurs, si vous le lancez et que vous avez les droits de le lancer, eh ben c'est comme si c'était l'administrateur qui faisait l'action. Donc vous comprenez bien qu'on va pouvoir lui demander de faire tout et n'importe quoi. Ok? On va abuser de ses privilèges. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux lui demander, par exemple, de voir CP, et je vais lui dire, bah écoute, tu vas faire d'autres choses que ce que je te demande. Ok? CP s'exécute en tant que route, hein. Donc là, on voit qu'on a donné les droits, hein. Where is CP? CP2.userBin. On lui fait une escalade de privilèges. On voit que CP exécute appartient à route, ok? Grâce au chmod. Et qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bah, maintenant qu'elle est lancée en tant qu'administrateur, ça veut dire qu'on peut copier n'importe quel fichier sur le système. Ok? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait récupérer le contenu d'autres répertoires utilisateurs, hein, voir l'historique, les clés de chiffrement, pour usurper l'identité, avoir des fichiers de l'utilisateur et pouvoir les copier et les lire. Je pourrais également copier tout ce qui est à l'administrateur, ok, au root, puisque vous savez que le home de l'utilisateur, des utilisateurs, c'est dans home, et le home de l'administrateur, du root, c'est dans root, ok. Typiquement, il est privilégié quand vous allez à la racine d'un Linux. On a tous les utilisateurs communs qui sont quoi? Qui sont dans home, ok. Moi, là, il y en a qu'un, il y a certains banques. Mais l'administrateur, lui, il est pas là-dedans. Il est pas dans Home, il est dans Route. OK? Et si j'essaye, il va me dire, permission non accordée. OK? Mais je peux faire. Non, lui, il va même pas me laisser y aller, je crois. Parce que j'ai bloqué le compte route. Voilà. Opérand, ouais. Qu'est-ce que je fais? CP, CD. Voilà. Il me laisse pas y aller. Ok, parce que j'ai bloqué le compte-route. J'ai bloqué le compte-route pour des raisons de sécurité. Mais voilà, il se trouve là. Là-dedans, j'ai le home de l'administrateur. Et nous, c'est vraiment un des dossiers les plus critiques, qu'on cherchera d'accéder, puisque là-dedans, il y a plein de fichiers de configuration de l'administrateur. Ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer énormément d'informations. Ok? Quand on attaque un système de fichiers, on va aller voir dans bin, dans sbin, euh, s'il n'y a pas quoi, eh ben, des applications qui nous permettent de faire les fameuses SUID. Ensuite, on va aller voir dans les home, récupérer des infos sur les utilisateurs. Je peux aller récupérer tous les fichiers de configuration dans ETC. Ok. Je peux aller voir s'il n'y a pas des lecteurs qui sont montés, des partages, par exemple dans Media ou dans MNT. Je peux également aller voir dans var s'il n'y a pas un serveur web qui tourne, des variables que je pourrais récupérer, des fichiers de log, etc., etc. Et dans user, j'ai aussi des petits trucs intéressants qui appartiennent à l'utilisateur. Donc ça, c'est vrai, et plus le root, ok? Enfin, chaque fichier est important, en fait. Et on va essayer de récupérer un maximum d'informations pour pouvoir connaître la surface d'attaque et trouver les vecteurs d'attaque qui nous permettront de faire la privesque, ni plus ni moins. Donc revenons. Je peux également rechercher. Ça, c'est une commande que vous devez apprendre par cœur. Faire un perm US. Ok? Donc retenez bien. Quand je fais quoi? Un U plus S, je donne le suite bit. Je le définis. Ok? Quand je recherche, je fais un moins U égale à S. Ok? Et là, ça me dit quoi? Ça me dit, écoute, tout ça, t'as le suite bit. Ok? Donc moi, premier réflexe, vous le savez, on va aller sur GTFO, bins. Ok. Et là, je vois que j'ai quoi? J'ai CD. Je vais aller taper CD.
Et là, pas de chance. Bon, j'en ai pas. Mais je vais essayer de trouver quoi? Eh ben, un suite CD. Je fatigue. Excusez-moi. CP, ok? Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah écoute, si tu veux utiliser les suites bits, voilà les commandes. Comment tu peux abuser de ça? Tu peux même faire une escalade de privilèges si tu veux. Voilà les commandes, ok? Donc, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, écoute, regarde, tu peux faire un override avec CP. Par exemple, tu vas demander, hein, le bin SH, c'est ce qui nous permet de utiliser SH. SH, il est situé où? Il est situé dans bin. Comment je fais ça? Ben, si je suis à la racine, je peux aller dans bin. Là, je suis dans bin. Et là, il y a quoi? Eh ben, c'est assez fou. Il y a SH. Je remonte un peu. SSH, SH, Shodan, SH. Ok? Donc là, je lui dis quoi? Je lui dis, écoute, il y a des trucs extrêmement critiques. Il y a tous les programmes du système d'exploitation qui sont présents dans bin. SH, bah tu vas me le, hein, tu vas m'utiliser, tu vas me le copier. Ok? Et en copiant, eh ben, on peut détruire en fait, hein, le système d'exploitation. On va écraser CP. C'est-à-dire que au lieu de lui d'utiliser CP qui nous permet de copier des choses, CP est devenu quoi? Est devenu binsh. Ça veut dire que sudo CP, en principe, il attend quelque chose pour que vous lui disiez copie-moi tel fichier à tel endroit. Maintenant, c'est devenu quoi? C'est devenu un SH camouflé en CP. Vous ferez sudo CP, ça va élever vos privilèges et vous allez devenir root. Ok? Et vous avez détruit le programme CP. Il n'existe plus. CP a été remplacé par SH. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous ai dit, hein, c'est extrêmement complexe. Ne croyez pas que vous allez piger du premier coup. Il va falloir pratiquer, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de secret. Donc, CP, bah ouais, maintenant CP nous permet de faire pas mal de choses. Si on revient dans notre exemple, on a quoi? On n'a pas détruit le programme CP, on lui a donné le suite bit. C'est-à-dire que maintenant CP, il s'exécute en tant que route, donc je peux copier tout et n'importe quoi. Et je peux dire, bah écoute, copie dans route. En principe, si on l'avait pas fait, cette commande, il nous dirait 1, access denied, t'as pas de droit. Là, on voit bien, on lui dit, écoute, tu copies tout en récursif, tu me prends tous les fichiers, tous les dossiers qu'il y a dans le dossier de l'administrateur, du root, et tu me le mets à la racine, point, dans le répertoire courant. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a copié tout. Et vous avez votre flag, votre drapeau. Ça peut être un moyen d'escalade. Ok? Donc ensuite, on a les scripts d'énumération qui nous permettent de faire le taf, l'ilnum, mais ça, je vous ai donné des cours. On va les pousser, on va utiliser un wget, on va héberger un serveur Python HTTP sur notre machine et on va demander au serveur, à la machine qu'on attaque, de télécharger le script de notre Kali Linux et ensuite on va l'exécuter pour pouvoir récupérer un maximum d'informations. Ok? Donc c'est toujours les mêmes commandes qu'on utilise, on héberge grâce à cette commande là un serveur Python HTTP sur le port 8080 et après vous pouvez y accéder directement, hein, dans le navigateur ou en ligne de commande. Ok? Là je fais un wget à partir de mon adresse IP sur le port 8080 et en fait qu'est-ce que fait le serveur HTTP sur ma machine? Eh ben il va venir pousser le script sur la machine qu'on attaque. Ok? On fait un transfert de fichiers. Et ensuite, bah, on peut lui dire n'importe quoi. Je peux lui dire, écoute, vas-y, ouvre une porte dérobée, ou récupère. On a plusieurs moyens de récupérer tout ça. Vous pouvez utiliser Python, vous pouvez utiliser Net4. Se servir de Net4 aussi pour transférer des fichiers, hein. Là, on utilise Python, et là, on utilise Net4. C'est tout à fait possible d'utiliser Net4. C'est pas uniquement pour récupérer une main, un River Shell ou un Bind Shell. Ça peut être également utilisé, vous voyez, pour transférer un fichier. Ok? Donc ça, c'est très important aussi, il faut le connaître en fait. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, vous allez dire, écoute, là, je suis sur la machine que je pirate. Je vais lui dire netcat lp sur le port 1337. Et c'est quoi? Tu vas attendre un fichier linum.sh.
Là, la machine que vous attaquez, elle a ouvert, elle essaye de se connecter, elle attend la communication du port 1337 et il y a un fichier qu'on est censé lui servir. Là, sur votre machine, vous allez faire ncw3, ok? Vous allez rentrer votre adresse comment dire, du serveur que vous voulez pirater, l'adresse IP, le port 3737, puisque lui, il écoute sur le 1337, et vous lui dites, écoute, là, dans mon répertoire, il y a un fichier lin enum sh. Eh ben, tu le pousses, ok? Redirection du chevron, pas dans ce sens, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir de votre machine, ça va ouvrir un canal de communication vers le port 1337 du serveur que vous voulez pirater. Lui, il attend quoi? Il attend en sortie linenum.sh et lui, on lui dit en entrée, tu pousses. Et ça fait un tunnel. Ok? Je pousse le programme linenum.sh, il rentre dans le canal de communication, il ressort sur le serveur. Ok? Et il est écrit dans le répertoire TMP. Ok? Ça fait un tunnel en fait, hein, comme Mario. Rappelez Mario, quand il prend un tuyau, hop, il apparaît à un autre niveau, ok? Puis à chaque fois que vous prenez un tuyau dans Mario, vous sortez à un autre endroit. Et ben là c'est pareil, tout ce qui rentre sort à un autre endroit. Tout ce qui rentre à un endroit sort à l'autre endroit. C'est ce qu'on appelle un pipe, ok? C'est un tunnel de communication. Euh, voilà, et ça nous permet également de faire du transfert de fichiers. Ensuite, il faut effacer nos traces. Ok, c'est les étapes de post-exploitation. On va installer par exemple de la persistance pour pouvoir se reconnecter quand bien même le serveur redémarre et on va effacer nos traces. Ok, alors bien sûr vous allez être grillé parce que le gars qui va se faire pirater, il va voir que toutes ces logs ont été effacés, mais si les logs sont pas hébergés sur un autre serveur, hein, eh ben, il n'aura pas accès aux dernières actions que vous avez faites. Donc ça va terriblement compliquer la tâche d'analyse forensique pour essayer de comprendre comment a été mené, par quel vecteur d'attaque le hacker a réussi à pirater la machine. Ok? Donc on va effacer toutes les logs qui sont créés par les services, par le système d'exploitation lui-même, hein, tous les endroits où vous avez uploadé ou téléchargé bah, des fichiers, naturellement, puisque c'est des preuves compromettantes, vous inculpant. Et bah, une fois qu'on a extrait les données, oui, on va effacer toutes nos données. OK? Il n'y ait plus aucune trace de quoi? Bah, de l'attaque, hein, ni plus ni moins. Et une fois qu'on a tout effacé, on clôture, on ferme la connexion et, euh, et voilà, on se déconnecte. Ok? Donc, tu veux bien me le traduire là? C'est pas trop te demander? Donc, les dernières étapes des tests d'intrusion consistent à mettre en place la persistance et à couvrir nos pistes, pardon. Donc, il y a beaucoup de choses, hein. C'est un cours en soi de nettoyer ses traces, hein, de devenir totalement furtif au sein d'un système d'exploitation. Mais lors d'un engagement de pentest, on voudra essayer d'éviter la détection par les administrateurs et les ingénieurs de notre client. Ok? Les activités telles que la connexion, l'authentification, le téléchargement, le téléversement de fichiers sont enregistrées par les services et les systèmes lui-même. Comme je vous disais, sur Debian ou Ubuntu, la majorité d'entre eux sont laissés dans le répertoire var log. Ok? Et nécessitent souvent des privilèges administrateurs pour lire et les modifier. Donc on a Auth, extrêmement utile. Ok. Je veux savoir si mon Kali Linux n'a pas été piraté. Je vais aller dans var. Il y a quoi? Log, Auth, Auth, cat Auth. Ok. J'ai tout ce qui s'est passé. À chaque fois qu'il y a eu une élévation de privilège, ok, c'est moi qui l'ai faite, eh ben, il me dit tout. Ok. Et si je vois un autre compte qui est pas le mien, ok, ça c'est un compte de service, ça va, c'est au démarrage, ok. Pas de souci, c'est système D, le système a redémarré. Mais là, ça me permet, vous voyez, depuis que je vous parle et que je fais le CTF, là, je sais exactement qu'est-ce qu'a fait le système. Il a démarré, ok? Il a lancé SDM,
Ok? Ça me permet d'arriver sur une fenêtre qui me dit bah, à quel compte tu veux te connecter, rentre ton mot de passe. Moi, j'ai mis Saltimbanque et mon mot de passe. La session a été ouverte par SDM, ok? Pas de problème avec l'UID 134. En tant que route, oui, bah, pour initialiser le système d'exploitation. On a PAM qui est un système de protection qui s'est chargé. On a une nouvelle session qui a été créée pour le saltimbanque, ok? Et à partir de là, je vois tout ce que j'ai fait. À chaque fois que j'ai fait quoi? Que j'ai fait sudo apt. Rappelez-vous, en début de la vidéo, je vous ai dit quelle est la différence entre apt upgrade, apt update et sudo. Eh ben là, on le voit. Hein, il me dit quoi? Bah, dans ton terminal 1, bah ouais, ça c'est mon terminal 1. Eh ben écoute, t'as fait un sudo, visiblement. T'as appelé tel programme qui est présent dans user bin, apt, et tu lui as passé le paramètre update. Ok? Et bah oui, script qui dit a demandé un sudo en tant que saltimbanque dans le terminal 1 pour faire un apt update. Donc là, vous voyez, vous avez toute la main. Après, je vous ai montré full upgrade. Ok, donc les logs, c'est extrêmement important puisque il n'y a pas de secret. Soit on les a effacés, vous vous êtes fait pirater, soit elles sont présentes et vous savez que quelqu'un est rentré sur votre ordinateur. Ni plus ni moins. Donc ça, c'est important. Hein, donc, Outlog, tentative de connexion pour SSH, modification, connexion en tant qu'utilisateur ou route. Hein, donc, extrêmement important. Ensuite, on a syslog, très très important, pare-feu. Ok? Pare-feu, ok. Qu'est-ce qui s'est passé sur mon pare-feu? Bien sûr, on passerait des heures à vous montrer toutes les escalades possibles et inimaginables, ne serait-ce que sous Linux. Ensuite, je repasserai encore 1000 heures à vous montrer toutes les escalades possibles et inimaginables sous Windows. Là, on va parler un des exemples stables. Je vous ai parlé des suites. On va essayer d'exploiter des suites. Mais apparemment, quelques petites questions. Vas-y, dégage, dégage. Merci. Donc, quel est le type d'escalade qui implique l'utilisation d'un compte utilisateur pour exécuter des commandes en tant qu'admin? Si on est admin, hein, on n'a pas fait ce fameux pivot horizontal, cette escalade horizontale, mais plutôt verticale. On est d'accord, hein, c'est ce qu'on appelle la privesque. Je vous ai dit, retenez ça. Pivotement latéral, ok, et escalade verticale. Donc, privesque. Ok? Ne mélangez pas les deux, vous allez vous embrouiller. Ok? Une privesque, c'est une escalade verticale. Les gens qui vous disent des privesques pour du pivotement horizontal, je trouve ça complètement con. Après, voilà, faites comme vous voulez, vous retenez ce que vous voulez. Donc, quel est le nom du fichier qui contient une liste d'utilisateurs qui font partie du groupe sudo du groupe sudo. Ah, je vous ai donné la réponse. Bah, c'est le sudo earth. Ok. Et comment j'ai ça? Bah écoute, je peux peut-être faire quoi? Un cat sur quoi? ETC, sudo, sudo, sudoers, non accordé? Peut-être faire un sudo? Et là, j'accède au fichier sudoers. Hmm. Qu'est-ce que ça dit? Qu'il y a que le root qui a le droit, hein? Et le root, bah je l'ai désactivé. Donc, bah en fait, personne n'est sudo. Je peux faire des élévations de privilèges. J'ai réglé ma machine comme ça, sur certains trucs. Mais Saltimbanque n'est pas Sudor. Saltimbanque peut faire des élévations de privilèges. J'ai sécurisé ma machine. Ok? Donc en gros, si j'ai un virus, hein, j'ai un message à 2 heures du matin qui me dit, tiens, regarde ma pièce jointe, hein, ma PJ, j'ai des captures d'écran, je voudrais que tu m'aides, hein, écris dans un français aussi bon que le mien, hein, donc dans un français pas trop français, hein, et ben là je me dis, le gars il cherche à me niquer, hein, il m'a pris pour un con, il m'envoie des messages sur ma boîte chiffrée, mail, hein, Proton VPN, il m'a pris pour un gros jambon, hein.
Donc là, je me dis, ça pue un peu la merde, hein, hein, et il doit être super intelligent, le mec qui a fait ça, hein, et il est aussi intelligent qu'il est bon, hein, troisième personne du singulier en français, hein. Donc, j'ai l'impression un peu qu'on se fout de ma gueule, hein. On se fout, troisième personne, toujours, donc un T, de ma gueule, hein. Gueule, gueule, pas comme ça, hein, parce que sinon ça fait jeule. En français, on met un U, de ma gueule, ok? Donc, si c'est toi, bah, coucou mon copain, hein, je te fais une petite private joke via ma vidéo, parce que tu m'as bien fait rigoler hier. Et je te souhaite bonne chance pour Ponkan. Donc, il y a des gens qui veulent que j'ouvre leur pièce jointe, mais si j'ouvre leur pièce jointe, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont toucher saltimbanque. Hein? Après, il faudra qu'ils regardent mes 10 000 vidéos sur mes privesques pour savoir comment ils vont réussir à pirater, hein, mon Kali Linux. Et comme je regarde mes logs, je vous ai dit, elles sont situées dans var, on a logs, hein, et que j'extrais mes logs et je les regarde, ok, bah, je vais voir que un de mes youtubeurs qui me suit, qui m'aime beaucoup, cherche à me niquer la gueule, ok. Donc là, je fais un petit smiley, hein, comment on dit en anglais? Les Mao, hein, PTDR, MDR, hein. Donc voilà. Donc, techniquement compartimenté, hein. Ne tournez jamais avec un compte admin sous Linux, ne tournez jamais avec un compte admin sous Windows. Conseil d'amis. Donc, hein, ça c'est les questions. Qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Hop, 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 hop. AOC, on va se connecter, hein. Hop là, c'est parti. Et on va essayer de s'escalader des privilèges. SSH, SSH, oui, bien sûr, oui. Alors, c'est pas la bonne machine, excusez-moi. Hop là, je vais redémarrer. Là, yes. Ok, et le mot de passe, c'est... Ok, donc moi, je suis sématique. Sématique, 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 comme on a appris, hein, comme on a vu. Donc, j'ai un bash classique. Ok. Est-ce que je peux faire un sudo? Sudo, ça passe. Sudo moins L, première technique. J'ai pas le droit de rouler sudo. Ok, donc je vais chercher... Quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Perm, et ensuite, U égale à S. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter user. Je peux lui dire quoi? Root. Je peux lui dire de dev nul. Redirection des erreurs. Bim. Je tombe sur tous ces programmes. Ok? Donc parmi un de ces programmes, il y a quoi? Il y a objet, un GTFO bin. Ok? Il y a en tout cas des suites bits. Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Voilà. Parmi un de ces programmes, il y a quelque chose que je peux abuser. You mount, SU. On part à la pêche, hein, on va aller voir. GTA Phobin. Hop. SU. Oh, SU. Ça va avoir marché. J'ai pas le droit de lancer sudo. On a bien vu. Sudo SU. Non. Ça peut pas marcher. Pourquoi? Parce que moi, je peux pas faire d'escalade via sudo. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse des escalades via le suite bit. Donc, il faut absolument qu'il y ait suite. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc je regarde, je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Ok, je pourrais lancer un script. You mount. Ok, on va aller voir. Mount. Non, sudo. You mount.
Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fuser mount? Non. Bash, ping, bash. Ah, bash, intéressant. Il y a le Suède. Qu'est-ce qu'il me dit, Suède? Il me dit, écoute, tu devrais faire un petit... Hmm, ou tester ça. Qu'est-ce que je peux faire? LS, bash, pi, et le dollar, il se transforme en dièse. Ça veut dire quoi? Que je suis passé en route. Quelle est la différence? Aucune, sauf le groupe. Je suis resté le même, sauf qu'on a un nouveau truc qui s'appelle EUID. Ça veut dire que là, j'ai hérité d'un processus qui était donné via le suite bit à Bash, ok? Et j'ai un EUID. C'est un UID temporaire, ok? Qui a été élevé via un autre processus qui ne m'appartient pas. J'ai gardé exactement le même UID, le même GID, le même groupe, sauf que grâce à cette technique, la- l'attaque LOLBIN, maintenant j'ai un EUID, ok? Et on voit que j'ai hérité de quoi? Eh ben, typiquement, hein, ls-l bin bash, j'ai hérité du suite bit, ok? C'est root. Donc, eh ben, j'ai un EUID de route. Ok? Puisque là, je fais quoi? Je fais une élévation. Qu'est-ce qui m'explique? Hein? Allez, traduire, vite fait. Hein? Si le binaire a le bit suide, bah ouais, c'est le cas, il est défini. Ça ne supprime pas les privilèges élevés. Et ça peut être abusé pour accéder au système de fichiers, escalader ou maintenir un accès privilégié en tant que porte dérobée suite. Il est utilisé pour exécuter sh-p. Moi j'ai quoi? J'ai utilisé bash parce que c'est bash que j'utilise, pas sh. Ok? Moins p sur des systèmes comme Debian. Ça tombe bien, Kali Linux est un Debian. Ok? Ubuntu aussi. Donc, suite. Cet exemple crée une copie locale, suite locale du binaire et l'exécute pour conserver des privilèges élevés. Pour interagir avec un binaire suite existant, ignorez la première commande. Ok. Le programme en utilisant son chemin d'origine. Ok. Bash, il est dans la variable d'environnement. Je peux aller voir, je peux taper env. Ok. En effet, qu'est-ce que j'ai? Ça me dit, écoute, voilà ta variable d'environnement. Ma variable d'environnement, on a vu quoi? J'ai fait un type P et je vais demander quoi? Je vais demander bash. Bash, il est dans bin bash. Est-ce que j'ai un bin là quelque part? User, local, bin, user, local. Ah ouais, ok. Et si c'était pas dans la variable d'environnement, qu'est-ce que je fais? Là, je suis root, je viens de profiter de l'élévation de privilège du SUID bit sur bash, exit, je sors, je suis à nouveau comme avant. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je vais dans bin, où je l'exécute tel quel. Je lui dis quoi? Je lui dis bin bash, je lui demande le chemin absolu, hein, si jamais c'était pas dans les variables d'environnement, et je lui dis quoi? -p. Ça marche aussi. Ok? Et à partir de là, vous voyez bien que maintenant route, c'est plus un problème. Je peux faire ce que je veux. Ok? Donc c'est une escalade très simple, mais vous voyez comment, si jamais le système est mal configuré, eh ben encore une fois, c'est pas très compliqué de pirater la machine, hein. Quelques commandes. Il suffit juste de savoir où chercher. Ok? Ça prendra du temps. Il faudra pratiquer, il n'y a pas de secret, quoi. Donc voilà, c'est la fin de ce petit CTF. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.